The issue is whether or not Mr. Saddam Hussein will disarm like he said he would. The fundamental question is, in the name of peace, in the name of security, in the name of freedom, will this man disarm? The choice is his. And if he does not disarm, the United States of America will lead a coalition and disarm him in the name of peace. 20 mars 2003, invasion de l'Irak par les États-Unis et ses alliés. Le politologue Hassan Salameh décrira la guerre en Irak comme le péché originel de la dérégulation de la force. Après cette date, le pays plonge dans un chaos historique, tandis que l'équilibre régional se fracture irrémédiablement. La coalition, par des bombardements massifs, ravage le pays et déclenche une guerre civile, causant des centaines de milliers de morts. La coalition destitue le président Saddam Hussein, démantèle le parti Ba'ath au pouvoir, dissout les forces de sécurité et les institutions, injecte des quantités massives d'armement. En bref, les violations des droits humains, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les États-Unis et la coalition deviennent endémiques. Les tensions sectaires déjà bien présentes dans la région explosent, exacerbant encore la souffrance d'un peuple déjà accablé. Si les motivations économiques et géopolitiques de cette opération sont bien connues, de nombreux politiques et médias occidentaux feront de l'intolérance supposée inhérente à l'islam l'explication principale du déchaînement de violences religieuses, considérant celle entre sunnites et chiites comme un nouveau cycle enraciné dans de vieilles inimitiés de 1400 ans. Pourtant, ce sont les États-Unis qui institutionnaliseront ces divisions ethno-sectaires dans la continuité des stratégies impériales françaises et britanniques un siècle plus tôt. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Il faut bien comprendre, chers auditeurs, que l'instrumentalisation des clivages entre sunnites et chiites a causé des préjudices considérables, dont la région peine encore à se défaire. C'est cette instrumentalisation qui explique en partie l'effet domino dans la région. Depuis le conflit en Irak, les répercussions se sont propagées à la Syrie, au Yémen, pour culminer, durant les années 2023 et 2024, avec le démantèlement du dénommé axe de la résistance, la dévastation de régions entières du Liban et l'éradication totale de Gaza, le tout accompli dans un spectaculaire déséquilibre des forces. Bien sûr, des divergences existent entre chiites et sunnites, et des théories complotistes circulent des deux côtés, mais ces scissions n'expliquent pas à elles seules l'histoire de leurs relations. Alors pour mieux saisir la profondeur historique de celle-ci, je vous propose de déconstruire ensemble les préjugés qui entourent les relations entre ces deux branches de l'islam, au-delà des discours idéologiques. Dans ces deux premiers épisodes, nous explorerons la période de formation du chiisme et du sunnisme qui s'étend de l'an 632 à l'an 1500. Alors commençons sans plus tarder, chers auditeurs, le récit d'épisodes d'harmonie, de polarisation et de confrontation qui ont jalonné l'histoire des chiites et des sunnites, pour comprendre comment ces dynamiques ont façonné et continuent de façonner l'histoire du monde islamique. Qui sont les sunnites et les chiites ? Pourquoi ces distinctions au sein d'une même communauté ? Les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, partagent des pratiques et des convictions fondamentales communes. L'unicité de Dieu, la reconnaissance des prophètes, des rites, ainsi que des valeurs et des enseignements moraux. Mais leurs différences sont bien réelles. Elles plongent leurs racines dans un désaccord majeur, apparu au lendemain de la mort du prophète. À cette époque, les distinctions entre ces courants, chiites et sunnites, n'étaient pas aussi tranchées qu'aujourd'hui. Et surtout, la signification de ces termes différait de celle que l'on connaît aujourd'hui. Le mot sunnite en français, sunni en arabe, dérive du mot sunna, qui désigne la tradition du prophète, un guide essentiel pour le musulman qui comprend ses paroles, ses actions et ses recommandations. Quant au mot chiite, shi'a en arabe, il provient de l'expression shi'atu Ali, signifiant les partisans de Ali. Mais qu'est-ce qui a mené à ce schisme et pourquoi ces termes ? Je vous propose de rembobiner la cassette et de revenir à l'enfance du prophète. Selon la tradition islamique, orphelin de père, le prophète de l'islam grandit sous la garde de son oncle, Abu Talib, le père de Ali. C'est à 25 ans qu'il se marie avec Khadija, qui sera la première à reconnaître en lui le statut de prophète. Ils auront plusieurs enfants, dont Fatima, qui épousera Ali.
À l'âge de 40 ans, le prophète commence à recevoir des révélations divines par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Ces révélations, qui s'étalèrent sur plus de 2 décennies, furent compilées pour former le Coran. Son message appelait à l'unicité de Dieu, à la réforme morale et sociale et au dépassement des divisions tribales. À sa mort, le prophète laisse une communauté, la Ummah, fondée sur des idéaux de fraternité et de piété qui va donner naissance à une nouvelle civilisation. Mais une question cruciale se pose. Qui va remplacer la figure charismatique du prophète ? En d'autres termes, qui doit hériter de la direction de la communauté ? À l'époque, il semble que l'ensemble de la communauté musulmane adhère à une vision de la société guidée par ses membres les plus vertueux. Mais où réside le problème ? Eh bien, il réside dans le fait que le prophète Mohammed ne semblerait pas avoir désigné de successeur de manière explicite. Alors pour une partie des musulmans qui ont leur mot à dire, la réponse réside dans l'élection sur la base du mérite d'un dirigeant par un processus de consultation de l'élite de la communauté que l'on appelle la Shura. C'est ainsi qu'à la Saqifa à Médine, une assemblée de compagnons se réunit et Abu Bakr est choisi comme successeur par consensus. Les compagnons présents justifient ce choix par son rôle de conseiller et de soutien inconditionnel au prophète, mais aussi par son lien familial en tant que beau-père de Mohammed. Il est en effet le père de la seconde femme du prophète, Aïcha. Et l'idée portée par ses électeurs que le successeur doit être issu de la tribu des Quraysh, celle du prophète, renforce encore davantage sa légitimité. Pour d'autres musulmans, les partisans de Ali, il est clair que le prophète a désigné son gendre comme successeur. Il met en avant son lien familial et spirituel unique avec le prophète, ainsi que ses vertus et sa jeunesse, considérant donc sa succession comme une continuité naturelle guidée par le divin. On comprend donc que c'est la question des critères qui doivent permettre de justifier la légitimité du leadership politique qui pose problème. Et là encore, les sources rédigées a posteriori montrent la difficulté de trancher entre les deux figures. Par exemple, on retient effectivement principalement que c'est l'excellence morale et l'antériorité dans l'acceptation de l'islam qui doivent permettre de les départager. Mais là encore, la réponse n'est pas simple. Selon la première biographie complète du prophète qui nous est parvenue, rédigée par Ibn Ishaq, ce serait Ali qui, encore enfant, fut le premier à embrasser l'islam. Mais pour d'autres sources, ce serait Abu Bakr, ou en tout cas le premier compagnon adulte, et donc le plus légitime à prendre le pouvoir. Ne nous y trompons pas, les premiers musulmans reconnaissent à la fois Ali et Abu Bakr comme des figures éminentes et respectables. Mais c'est bien autour de la question de la légitimité du leadership politique que des antagonismes émergent. Quoi qu'il en soit, ce seront finalement successivement Abu Bakr, puis Omar et enfin Osman, 2 autres compagnons qui seront désignés comme califes, leur gouvernance marquant donc une ère d'accomplissements militaires, sociaux et économiques. Cependant, des défis liés à la gestion centralisée d'un pouvoir en extension et aux tensions tribales laissent déjà entrevoir les premières failles. Mais c'est résolument le califat d'Osman qui fut marqué par des accusations de clientélisme et de favoritisme, alimentant des révoltes dans plusieurs provinces marginalisées. Ces révoltes sont dirigées contre l'influence grandissante des Bani Umayya, une branche de la tribu des Quraysh, qui accaparait de plus en plus le pouvoir, parfois au détriment des principes d'égalité prônés par l'islam. Ali, dans un rôle de médiateur, tente d'apaiser les tensions, mais la situation dégénère rapidement. Soutenus par des compagnons du prophète dont la seconde épouse de celui-ci, Aïcha, ainsi que Ali, les opposants assiègent le palais de Osman à Médine. Son assassinat en 656, dans lequel Ali ne semble pas impliqué, déclenche une fracture majeure. Ses partisans exigent vengeance et élection d'un nouveau calife par la Shura, tandis que les soutiens d'Ali, notamment ceux opposés aux Bani Umayya, voient en lui le successeur légitime, à la fois sur le plan politique et spirituel. Les tensions culminent rapidement, annonçant le début de la grande fitna, la première grande discorde entre musulmans. En 656, Ali est finalement reconnu comme calife par la majorité des musulmans, y compris par ceux que l'on qualifiera plus tard de sunnites. Toutefois, son accession au pouvoir se déroule dans un climat de dissension croissante. La rupture est consommée entre 2 camps avec la bataille du Chameau, durant laquelle Ali affronte Aïcha et d'autres compagnons, car il réclame qu'une shura soit tenue. Après sa victoire, Ali ordonne que les prisonniers soient épargnés et qu'aucun d'entre eux ne soit réduit en esclavage. Mais la lutte pour le pouvoir se poursuit, avec Muawiyah, gouverneur de Syrie et issu des Bani Umayya, qui refuse de prêter allégeance à Ali. En 657, la bataille de Siffin opposera leurs armées, et on leur raconte que ce seraient des feuillets du Coran accrochés aux lances qui auraient séparé les troupes. La bataille s'achève sans vainqueur clair, et c'est cette tentative de compromis qui provoque une scission dans le camp d'Ali,
certains de ces sectateurs, connus plus tard comme les Khawarij, refusant toute trêve avec Muawiyah. Ces derniers poursuivent pendant un temps une lutte intransigeante et c'est l'un d'entre eux qui assassine Ali en 661 durant une prière à la mosquée de Koufa par une épée empoisonnée. Son fils Hassan puis Hossein reprendront le flambeau de la lignée des Alides, c'est-à-dire les imams descendants du prophète par le biais d'Ali et de Fatima. Après la mort d'Ali, Muawiyah établit la première dynastie musulmane de l'histoire, la dynastie Omeyyade, à Damas, inaugurant une succession héréditaire en passant automatiquement donc le pouvoir à son fils Yazid, ce qui provoqua un rejet parmi les partisans d'Ali et d'autres factions musulmanes, qui refusent donc de reconnaître sa légitimité. La politique autoritaire des Omeyyades, et particulièrement celle de Yazid, que l'on décrit souvent comme étant tyrannique, continue de provoquer des révoltes dans différentes provinces. Mais cette discorde culmine avec le drame de Karbala, en Irak, en 680. Des rebelles à Koufa appellent Hossein en renfort. Celui-ci part avec une caravane composée de femmes, d'enfants et d'hommes. Il refuse de prêter allégeance à Yazid, et sur la route, peu avant d'arriver à Koufa, il est intercepté par ses troupes. Lui et ses compagnons sont alors assiégés durant plusieurs jours. Ce siège se soldera par le massacre de tous les hommes, y compris de Hossein. Décapités, leur tête fut envoyée à Damas comme trophée, tandis que les femmes et enfants furent capturés. Ils sont envoyés à Damas, dans le palais de Yazid. Et c'est là que Zainab, petite fille du prophète et sœur de Hossein, aurait prononcé un discours dénonçant l'oppression et défendant la mémoire des martyrs d'Ahl al-Bayt, c'est-à-dire la famille du prophète. Au fil des siècles, le martyr de Hossein deviendra un symbole central de résistance contre l'injustice et un des fondements de la conscience proto-chiite. Mais pour l'ensemble des musulmans bien sûr, le meurtre de la famille du prophète demeure un acte profondément tragique et pour beaucoup, il constituera un acte immoral et inacceptable. Alors maintenant, posons-nous une question essentielle. Est-ce que ces actes de rébellion sont le propre des partisans de Ali ? Eh bien non, en fait, puisque, entre-temps, il faut bien comprendre le contexte politique et social dans lequel ces événements se produisent. En fait, les conquêtes et migrations arabes ont engendré l'émergence d'un nouveau régime, le califat, marquant la fondation de villes et de communautés urbaines extrêmement variées. Donc en fait, les communautés musulmanes sont de plus en plus diverses sur le plan ethnique, tribal et linguistique. Cependant, ces changements sont également le théâtre de luttes entre factions arabes, élites dirigeantes et populations locales, mouvements sectaires et débats sur les identités arabes et musulmanes du califat omeyyade. Ces conflits ont conduit le califat à adopter d'ailleurs des institutions et des concepts impériaux empruntés directement aux empires byzantins et sassanides et réinterprétés dans un cadre islamique. Les rébellions de l'époque sont donc multifactorielles et révèlent en fait des conflits beaucoup plus larges que celles concernant la direction de la communauté musulmane. Sous les dynasties omeyyades et abbassides, donc la dynastie abbasside étant celle qui va destituer la dynastie omeyyade, les révoltes populaires et tribales se mêlent effectivement parfois aux rébellions en faveur des descendants d'Ali. Et en fait, il faut bien comprendre un point qui est essentiel ici et sur lequel il faut bien se concentrer, c'est que ces révoltes vont façonner le proto-chiisme, lui conférant une double dimension. Aristocratique d'une part, car il défend une gouvernance politico-spirituelle par le sang, celui des Ahl al-Bayt, la famille du prophète, et d'autre part une dimension profondément anti-establishment, en s'opposant au statu quo tout en apportant une cohésion idéologique aux revendications de certains marginalisés. C'est cette dualité qui constitue un trait essentiel du chiisme des premiers temps. Néanmoins, il est important de se rappeler que ces luttes ne concernent pas des populations entières et que les voix des masses restent souvent silencieuses dans les récits historiques. Alors comme je le disais, les Abbassides renversent les Omeyyades en 750 et leur relation avec les Alides va osciller entre répression politique et cooptation. Bien qu'ils aient soutenu les révoltes alides contre les Omeyyades au début avant de prendre le pouvoir, ils privilégient ensuite leur propre légitimité héréditaire en tant que descendants de l'oncle du prophète, Al-Abbas,
au détriment de la légitimité des Alides. On peut dire que les Abbassides ont véritablement trahi les Alides entre 762 et 786 d'ailleurs. Ceux-ci vont se révolter à plusieurs reprises, devenant les principaux rivaux des Abbassides. Les Abbassides vont alors se rapprocher des proto-sunnites tout en reconnaissant une vénération saine pour Ali. L'historiographie, la martyrologie chiite vont continuer d'être nourries par les persécutions politiques des Omeyyades et des Abbassides, notamment par les accusations d'assassinat de leurs imams. Les proto-sunnites dénonceront aussi ces actes puisqu'ils vénèrent également les imams alides, même si cette vénération prendra une dimension particulière dans le chiisme. Si les rivalités de pouvoir sont bien présentes entre les groupes que nous avons déjà mentionnés, dans la pratique quotidienne, sous le califat abbasside par exemple, les lignes de séparation entre musulmans ne sont pas encore claires. La société proche orientale de la culture abbasside est pluraliste à bien des égards. Et dans le domaine juridique par exemple, on parle plutôt de pratiques et d'interprétations de textes qui divergent, sans identifier des groupes distincts selon des étiquettes théologiques ou idéologiques. C'est pourquoi durant ces 3 premiers siècles, on parle encore de proto-chiisme et de proto-sunnisme. D'ailleurs, le droit dans les sociétés islamiques sous le califat abbasside est marqué par une grande diversité juridique et se développe de manière hybride. Entre le 8e et le 10e siècle, les écoles juridiques commencent à se former progressivement dans un processus vivant et continu, mais il n'existe pas de grande différence entre les écoles proto-sunnites et proto-chiites. Du côté des proto-sunnites, on voit l'émergence de 4 écoles juridiques principales, le hanafisme, le shafiisme, le malikisme, puis le hanbalisme qui se forme entre le 8e et le 9e siècle. Mais c'est seulement entre le 9e et le 10e que les opinions juridiques vont être systématisées et synthétisées. Il en va de même pour les compilations de hadiths qui, à cette même époque, vont commencer progressivement à faire autorité et à être utilisées dans le sunnisme traditionnel pour notamment l'interprétation du Coran ou encore la jurisprudence islamique. Et c'est ce processus aussi qui va contribuer à délimiter les différentes branches de l'islam en construction. Dans certaines régions et au sein de communautés, notamment en Irak et en Iran, des pratiques et convictions proto-chiites fleurissent. Mais attention, ce proto-chiisme reste largement mystérieux, un peu voilé, parfois insaisissable, en partie à cause de la nature des sources historiques et parce que ses premières expressions sont parfois gardées secrètes. Pourtant, des véritables signes, des marqueurs identitaires interpellent, comme les premières commémorations du martyre de Karbala, des rassemblements bouleversants autour du souvenir de l'imam Hussein. Une pensée théologico-politique se dessine lentement en filigrane, et au cœur de cette vision, on trouve l'idée que la légitimité à gouverner revient au Ahl el-Bayt, la famille du prophète, et que ses héritiers transmettent un savoir divin à travers la lignée d'Ali, de Fatima et des imams. Mais cette vision n'est pas monolithique, car pour certains, les imams sont des manifestations divines sur terre, alors que pour d'autres, ils sont des guides politiques et spirituels chargés de montrer le chemin dans un monde troublé. Mais quelle figure va jouer un rôle central dans la structuration du chiisme entre le 8e siècle et le 10e siècle ? Et surtout, quels sont les événements majeurs qui préfigurent l'institutionnalisation de ce qui deviendra le courant chiite majoritaire, à savoir le chiisme duodécimain. Ja'far al-Sadiq, le 6e imam, est un pilier central de ce chiisme, car il établit les principes théologiques fondamentaux autour de l'imama. Il aurait introduit les idées selon lesquelles l'imam est désigné divinement par son prédécesseur, ainsi que la notion d'infaillibilité des imams chiites, c'est-à-dire que ces derniers sont considérés comme exempts de péché et d'erreur. Le sunnisme rejette l'idée d'infaillibilité des imams, considérant cela comme une forme de divinisation humaine. Ja'far al-Sadiq va aussi contribuer à systématiser ce qui deviendra l'école juridique du courant duodécimain, l'école de droit ja'farite. Ja'far al-Sadiq projette son espoir de victoire sur la fin des temps. C'est lui qui pose la base du renoncement des chiites aux aspirations politiques vouées à transformer le monde, en faveur de la consolidation de la vie et de la piété des communautés locales chiites. À la fin du IXe siècle, l'idée de l'infaillibilité des imams se répand parmi de nombreux chiites, désormais plongés dans un climat de deuil et de rêve messianique. Le 12e imam alide, Mohammed al-Mahdi, aurait, selon les chiites, disparu, donnant naissance à la théorie de l'occultation majeure, un siècle plus tard. Selon eux, l'imam, bien qu'invisible, demeure vivant. Il reviendra à la fin des temps pour restaurer la paix et la justice.
Mais entre le 8e et le 10e siècle, les chiites ne formeront pas un bloc homogène et continueront de se ramifier en différentes sous-branches, avec des divergences notamment non seulement sur le nombre d'imams alides reconnus comme autorités spirituelles, mais aussi sur leur lignée. Dans le monde savant, comme dans la théologie islamique par exemple à Ilm al-Kalam, les échanges entre les différentes branches de l'islam sont essentiels à l'élaboration d'un héritage commun. Les savants, quelle que soit leur sensibilité philosophique et spirituelle, confrontent leurs idées et puisent les uns chez les autres, forgeant une pensée où critique et inspiration mutuelle ont redéfini en permanence les contours du savoir islamique. Les lignes de séparation entre des savants qui auraient été à proprement parler, chiites et sunnites sont parfois dures à tracer et pour certains, elles peuvent même s'avérer sans grande importance, voire inopérantes pour comprendre leurs pensées. Et d'ailleurs, pendant des siècles, des savants ayant étudié avec des juristes proto-chiites et proto-sunnites traversent librement les frontières. C'est le cas par exemple de l'école chafiyite ou encore des fondateurs des écoles hanafites et malikites qui étudient tous deux avec Ja'far al-Sadiq. L'islam sunnite traditionnel le considérera d'ailleurs comme un pieux prédécesseur, un grand savant et un modèle de spiritualité. Alors, quel bilan pouvons-nous dresser de ces 3 premiers siècles de l'islam concernant les relations entre les proto-chiites et les proto-sunnites ? On note bien que ces distinctions entre les deux branches se sont lentement dessinées, mais qu'il s'agit d'un véritable processus graduel, non uniforme et non institutionnalisé. C'est un monde donc d'identité encore en pleine construction, dans lequel les musulmans partagent souvent, quelle que soit leur affiliation, leur sensibilité, un quotidien sur le plan économique, social et culturel. Ils partagent même parfois une véritable intimité. Concrètement, cela veut dire que proto-chiites et proto-sunnites, premièrement, ne s'enferment pas dans des divisions rigides, telles que nous les connaissons aujourd'hui, et c'est peut-être un des aspects les plus importants. Ils combinent ce qui est aujourd'hui considéré comme des aspects et des éléments distincts des deux branches de l'islam avec des pratiques et des convictions même spirituelles qui ne rentrent pas dans les cases que nous connaissons aujourd'hui, premier élément. Deuxième élément, cela veut dire qu'ils n'avaient pas forcément conscience d'appartenir à un groupe distinct de l'autre. Ils peuvent prier dans les mêmes mosquées, suivre des fatwas de plusieurs écoles juridiques, jeûner et célébrer ensemble, se marier entre communautés et participer à l'effervescence civilisationnelle islamique. Alors bien sûr, ce constat est à relativiser puisque cette fluidité confessionnelle que nous décrivons ne s'est pas exprimée de la même manière et puis surtout au même degré en fonction des contextes spatio-temporels. Mais ce que l'on peut dire, c'est que l'islam, dès ses débuts, a montré de par sa nature une capacité véritable à absorber et à s'adapter à la diversité en maintenant une relative fluidité dans ses structures religieuses et sociales. Donc, par exemple, les Abbassides avaient construit un système administratif cosmopolite qui intégrait des élites arabes, iraniennes, égyptiennes, qu'elles soient juives, chrétiennes ou musulmanes, mais cela dans une même culture impériale. Mais progressivement, l'autorité politique des Abbassides s'était fragmentée sous l'effet de dynasties régionales autonomes, et cette expansion de l'islam avait aussi engendré une véritable mosaïque culturelle, spirituelle et politique. L'islam donc couvre à l'époque un territoire immense qui va de l'Europe en passant par l'Afrique jusqu'à l'Asie. Avec le temps, plusieurs mouvements avec des particularités sectaires émergeront, disparaîtront et seront parfois sévèrement réprimés. Le soutien politique et le patronage d'institutions religieuses, savantes et de mécènes jouant un rôle déterminant dans l'essor des deux grandes branches de l'islam en formation. Mais le Xe siècle fut un tournant décisif dans l'histoire de l'islam. Il est parfois désigné comme le siècle chiite et fut marqué par une ascension fulgurante du chiisme politique, avec l'entrée en scène du califat fatimide, premier et unique califat chiite de l'histoire. Dans le second épisode, nous plongeons ensemble dans l'exploration de ce siècle chiite qui a rebattu les cartes des équilibres politiques et religieux du monde musulman. Nous clôturerons ce voyage à l'aube de l'apogée des Ottomans et avec l'avènement des Safavides, deux empires rivaux qui changent le cours de l'histoire des relations entre chiites et sunnites.